Ingénieur de données, business analyst, passé par plusieurs banques en France avant de travailler pour le groupe hôtelier Accor. Le Sénégalais Coly Sall est l'invité d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech. Quel regard sur la digitalisation du secteur des transports? L'arrivée de nouveaux acteurs aussi modernes que disruptifs est-elle une sérieuse concurrence pour les locaux? La technologie permet-elle une meilleure gestion, voire une anticipation des embouteillages à répétition au cœur de la capitale sénégalaise? Les Sénégalais sont-ils bien visibles sur le marché de l'IT? Qu'en est-il de l'offre de formation dans les écoles? Pour en parler, en ligne de Paris, le ressortissant de Thialaga, partie du nord du Sénégal, à la conquête de la technologie mondiale, à suivre ce dimanche 17 avril 2022 après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour Paris, ici Dakar. Bonjour cher Ousmane. Merci Coly Sall d'avoir accepté notre invitation ce dimanche sur e-radio. Vous signez votre première participation à l'émission E-Tech, issue du milieu de la technologie. Vous êtes consultant, data manager. Vous allez traduire pour nous tout à l'heure au groupe Accor qui se présente comme le leader mondial du secteur. Précédemment, vous avez travaillé comme business analyst pour deux grosses banques, la Banque de France et la Banque du Luxembourg, avant d'atterrir au Crédit Agricole CIB ou CIB, toujours en France, sans oublier Renault, le constructeur automobile. Titulaire d'un Master 2 en informatique décisionnelle, vous êtes sorti de l'Université Paris-Dauphine après avoir obtenu une licence dans le même domaine à l'Université Paris 13. Un beau parcours d'un élève turbulent pourtant, passé par le lycée de Ndioum dans le nord du Sénégal, dans le Fouta donc, né d'un père commerçant et d'une mère femme au foyer. Enfant, vous vouliez devenir un leader impactant, particulièrement dans le social, tout en caressant le rêve fou d'être un jour ingénieur. Dites des rues de Thialaga, votre village natal situé dans le département de Podor, aux Champs-Élysées de Paris, c'est allé très vite? On peut dire que c'est allé très vite. Il y a quand même un chemin, il y a un parcours de Thialaga aux Champs-Élysées, comme vous le dites, Ousmane. Oui. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation dans cette émission qui est très suivie et vous remercier pour ce que vous faites dans le secteur du digital, votre spécialisation. Je salue de passage les auditeurs de E-Media, e-radio. Merci en tout cas, Ousmane. Écoutez, moi, j'ai grandi au Sénégal. J'ai quitté le Sénégal. À l'époque, j'avais environ 24 ans, 23 ans pour poursuivre mes études en Europe, notamment ici en France, à la quête du savoir et de l'expérience. Effectivement, pour revenir à ma carrière, vous l'avez parfaitement résumé. J'ai grandi dans le Fouta, précisément mon village Thialaga, entre Ndioum et Aérelao, dans le département de Podor. C'est à Ndioum que j'ai eu mon bac. J'ai fait 7 ans dans cette belle ville qui m'a beaucoup offert. Un coucou de passage à mes parents de Ndioum, à la famille Satigui à Sintiane. Après ça, je suis arrivé à Dakar, comme vous le dites, à l'école supérieure polytechnique, là où j'ai obtenu mon DUT. J'ai fait une année de licence professionnelle aussi dans une école de la place. À la suite de cela, que j'ai tenté mes chances pour poursuivre mes études ici en France. Avant même de terminer les études, j'avais des propositions d'embauche qui sont concrétisées. Depuis là, je suis dans le domaine de l'IT digital, tout ce qui tourne autour de la data. Et ça fait quoi de travailler pour ces grands groupes, ces grosses banques? Ça fait quoi? Écoutez, c'est une véritable expérience. C'est immense de travailler dans ces grands groupes, comme vous le dites. J'ai eu vraiment de la chance depuis mon stage jusqu'à un jour, en passant par mon alternance et d'autres années de travail. J'ai fait que les grands groupes, notamment dans les télécommunications, dans l'industrie automobile, le secteur bancaire et maintenant dans l'hôtellerie. C'est des grands groupes qui ont une certaine historique, qui ont un nombre d'employés assez conséquent. C'est des groupes qui ont plus de 3000 employés, qui sont représentés partout, un peu partout à travers le monde, qui ont des process bien connus, bien rodés, qui ont une certaine image de marque, une certaine réputation, qui doit en quelque sorte se conformer à certaines exigences en termes de la qualité et la satisfaction de leurs partenaires. Donc, c'est une véritable expérience. J'ai beaucoup appris de ces grands groupes à travers des méthodologies de travail très innovantes, telles que nous pouvons parler de la méthodologie Agile, qui est très connue dans le monde
dans le monde actuel, dans la façon de moderniser les transformations digitales, entre autres. Oui, et côté formation, j'imagine bien que le contact avec votre Thialaga natal est maintenu en termes de formation, en termes d'éducation. Ouais, en termes de formation, effectivement, c'est une éducation standard comme tout le monde. Hein. J'ai grandi à Thialaga, j'ai fait mon école primaire là-bas. J'ai alloué un peu l'école coranique, même si j'ai pas arrivé à un stade avancé dans le Coran. J'ai quelques sourates quand même qui me permettent de faire mes prières comme il se doit. Vous vous reconnaissez d'ailleurs dans Samba Diallo de l'aventure ambiguë, ce Samba Diallo partagé un peu entre l'Occident et l'Afrique. Est-ce que c'est une histoire qui vous regarde un peu? Je vais vous faire une confidence. De œuvre que j'ai lue plus de 5 fois, c'est l'aventure ambiguë. Je suis pas un très bon littéraire, j'aime bien la littérature. D'ailleurs, le roman que j'ai toujours à côté de moi dans mon bureau ici chez moi, c'est cette œuvre. Hein, de l'aventure ambiguë. Si je peux vous dire la seule personnalité que je souhaiterais rencontrer, ce serait Cheikh Hamidou Kane. Pour lui remercier de l'aventure ambiguë. Pour lui remercier du fond de cœur de son œuvre. Je me demande quelle est l'imagination, quelle est l'inspiration qu'il avait eue jusqu'à nous proposer un tel ouvrage. C'est exceptionnel. J'ai des amis comoriens qui me disent qu'Oli, vous ne savez pas la chance que vous avez d'avoir une telle personnalité chez vous. Et étonnamment, pour un écrivain qui ne se reconnaît pas comme écrivain, justement, on salue Cheikh Hamidou Kane. Au passage, j'aimerais un premier regard de votre part sur la digitalisation du secteur des transports. Là, on rentre de plein pied dans ce numéro de ITEC. En Occident, on connaît bien les Uber et les autres systèmes de transport modernes. L'Afrique, le Sénégal particulièrement intéresse beaucoup ces acteurs-là. Nos professionnels devraient-ils s'inquiéter avec cette concurrence? Pour moi, aujourd'hui, tout ce qu'on peut se dire, les plateformes de mise en relation, que ce soit dans le domaine du transport ou dans d'autres secteurs d'activité, c'est des belles initiatives qui sont venues pour répondre à un besoin. Il y a un marché, tout un marché à faire, quel que soit le domaine, notamment le secteur du transport dont vous parlez, Ousmane. Aujourd'hui, si on voit aujourd'hui que ces grandes marques qui innovent dans le secteur du transport en apportant des solutions digitales très innovantes, très performantes, c'est très bien. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à faire. C'est plutôt quelque chose qu'il faudra encourager. C'est très important parce que ça répond à un besoin. Il y a une offre, il y a une demande à côté. Aujourd'hui, ces solutions nous facilitent en quelque sorte le quotidien. Prenons le cas de Dakar. C'est la région la plus petite du Sénégal. En termes d'embouteillage, on ne peut pas imaginer. La circulation aux heures de pointe, c'est autre chose. Donc, pour moi, avoir ces systèmes où on réserve depuis son smartphone un taxi qui vient au pied de ta maison, en quelque sorte, pour t'amener d'un endroit A à un endroit B, c'est vraiment bénéfique. C'est innovant, mais également, ça permet de booster ce secteur qui est jusque-là informel. Ça permet de formaliser les choses, de professionnaliser les choses, mais également, c'est bénéfique pour ces personnes. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle le profilage. Cette digitalisation du transport permet aux grands groupes ou à l'État même d'avoir des informations précises sur ces personnes. Et ça, et là, c'est le marketeur digital qui parle. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. C'est le marketeur digital qui parle, d'une part, mais également, c'est dans le souci d'assurer une bonne transformation digitale sur tous les secteurs de notre économie, que ce soit pas seulement le transport, parce qu'aujourd'hui, si on digitalise le transport, c'est bénéfique pour tout le monde, ainsi que pour les professionnels du transport, que pour les passagers, mais également pour les services de l'État qui gèrent ce secteur. Et en plus forte raison, ça permet également. Seulement c'est connu, hein. C'est connu, nos transporteurs sont loin d'être mus par le confort, que personne ne se fâche. Je vais m'expliquer très rapidement. Je parle de nos transporteurs en commun, les Ndiaga Ndiaye, les cars rapides. N'est-ce pas, la différence va se jouer à ce niveau?
Absolument, la situation elle est déplorable. Il y a tout un travail à faire sur notre transport. Il faut que, comme on le disait l'autre fois, on parlait de l'éducation financière, mais là aussi dans ce domaine, il faut un vrai accompagnement, une certaine formation, de professionnaliser ces personnes qui évoluent dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des entreprises qui innovent dans ce secteur, c'est bien. La concurrence, elle est bonne. Ça permet aussi entre guillemets, de pousser à ces transporteurs à revoir leur façon d'opérer au quotidien, de s'adapter, d'avoir une meilleure qualité de service et viser la satisfaction clientèle. Parce que quand il y a la concurrence, c'est très important. Ces plateformes numériques qui proposent des services de transport, quand ils sont venus en France, je me souviens, au début des années 2014-2015, ils n'étaient pas vus d'un bon œil par les transporteurs classiques que nous connaissons, les taximans. Pour eux, c'était un véritable... Ils étaient menacés, pour eux, ils étaient appelés à disparaître d'un jour en l'autre. Mais tout de suite, ils ont compris qu'il faut qu'ils s'adaptent. Il faut s'adapter. Ils se sont adaptés eux-mêmes. Ils proposent ces mêmes types de services à tout le monde. Ils essayent de jouer sur les deux tableaux en gardant ce transport classique, mais également en suivant ce virage numérique qui propose des services digitaux plutôt, aux usagers de manière quotidienne. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité de l'État, non pas seulement de moderniser, mais d'imposer une modernisation du parc automobile avec des critères et des barèmes côté qualité de service, comme on en demande également dans les télécoms? Moi, j'ai l'impression que maintenant, au Sénégal, il y a plus de voitures que de personnes. Malheureusement, c'est l'impression que j'ai. À Dakar, par moment, j'ai pas la motivation de faire certaines courses en pleine journée. J'essaye de regarder les heures de pointe pour effectuer certains déplacements. Comme tu l'as dit, il faut vraiment une profonde refonte de ce secteur du transport, moderniser ce parc automobile, ça s'impose, mais également de revoir un peu les types de véhicules qui circulent, notamment rien que pour la santé des Dakarois, parce que Dakar est une ville très polluée maintenant, qui est fortement lié au transport, mais également le parc automobile au Sénégal a pris de l'âge. Il faut vraiment renouveler. Il y a des véhicules assez neufs qui sont moins polluants, qui ont un certain confort, qui pourront satisfaire tout type d'usager en fait. Oui, et comment expliquer d'ailleurs, vous qui parliez d'embouteillages, comment expliquer ces embouteillages monstres ces jours-ci, avec ces nombreuses files de voitures qui n'en finissent pas? Comment l'analyste de données voit un peu cette situation? C'est une très bonne question. Le numérique, certes, a un apport pour contribuer à fluidifier en quelque sorte le transport, mais il faut aussi une certaine discipline de ces conducteurs, d'appliquer conformément les codes de conduite, le code de la route, de s'adapter à une bonne pratique. Ça, c'est le b.a.-ba. Une fois que toutes ces règles de base sont mises en place, maintenant, l'aspect digital, c'est d'avoir des services qui accompagnent ce secteur, d'essayer d'avoir des sortes d'algorithmes qui optimisent le trajet, qui essayent d'analyser la circulation pour proposer aux passagers ou aux taximans ou à tout type de véhicule le trajet le plus court, le moins, comment dirais-je, là où il y a moins de trafic, en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, si on prend certaines applications, on veut se déplacer d'une ville A vers une ville B. Tout de suite, ce que l'application fait, c'est de calculer le chemin le plus court. Parce que c'est des algorithmes qui sont là, c'est du machine learning, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la donnée. Derrière, c'est des capteurs qui savent qu'à tel endroit, si on prend la VDN, ils regardent la vitesse à laquelle circulent les véhicules. Oui. Tout de suite, ils détectent que là, ça ne circule pas bien. Il s'est dit à quelque chose, soit il y a la circulation elle est perturbée pour diverses raisons, soit c'est un embouteillage. Donc, si Ousmane veut quitter, par exemple, Dakar Plateau pour entrer
aux parcelles assainies. L'algorithme est là pour lui proposer d'autres chemins moins bouchonnants pour arriver à là où il veut se rendre. Donc tout ça c'est de la technologie derrière qui accompagne ces usagers au quotidien, tout en sachant que le b.a.-ba, c'est le respect quand même du code de la route. On ne jette de pierre dans le jardin de personne, mais est-ce que quand même ça se sent que ces technologies sont utilisées dans la gestion du transport au Sénégal? Parce que l'impression qui s'offre à nous, qui se dégage, c'est que le Sénégal grouille de millions ou plutôt de dizaines et de centaines de voitures régulièrement. Mais en même temps, on ne s'inquiète pas, on ne se dit pas peut-être qu'un jour, on n'aura pas assez d'espace pour toutes ces voitures. C'est le cas pour moi, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ça donne l'impression d'avoir plus de véhicules que de personnes à Dakar. Oui. Dakar, c'est la capitale la plus petite, la plus peuplée. L'usage de ces applications, oui et non, c'est utilisé d'une part et d'autre part non. Pourquoi non? Parce que aussi il faut cette infrastructure de base qui permet d'accompagner ces applications. Par exemple, du point de vue infrastructure, que les rues, les avenues, les boulevards soient explicitement nommés. Par exemple, le boulevard Ousmane Gueye, rue Monsieur ou Madame X, numéro tel, ça permet à ces applications de mémoriser les rues, de mesurer la longueur que fait chaque rue, boulevard ou avenue. À partir de là, ça permet de fluidifier le transport. Mais par exemple, pour se rendre dans un coin à Dakar, on vous dit, il faut demander pharmacie X ou magasin Y parce qu'il n'y a pas de rues qui sont explicitement nommées, il y a des numéros pour se rendre. Donc, ça ne facilite pas aussi l'usage de ces applications au quotidien, en quelque sorte. Oui, ce qui repose d'ailleurs la problématique de l'adressage au Sénégal. Coly Sall, Digital Data Manager, ancien business analyst à la Banque de France, à la Banque de Luxembourg et au Crédit Agricole SIB, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Nous restons toujours sur le transport, peut-être avec une dernière question, parce qu'il y a d'autres sujets à aborder dans ce numéro de E-Tech. Côté transport toujours, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'il s'imposerait une formation, par exemple, pour nos taximens de plus en plus concurrencés? On doit faire quoi pour ces acteurs-là? Tu as parfaitement raison. Moi, je pense que la formation, elle est primordiale. Il faut quand même une certaine formation, un accompagnement, mais également les conditions dans lesquelles les permis sont délivrés, revoir, on peut appliquer plus de rigueur. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de rigueur, mais pour moi, il faudra encore beaucoup plus de rigueur. Je donne un simple exemple. Moi, pour avoir un permis ici en France, j'ai déboursé plus de 5 000 €, équivalent de 3 millions et quelques. Il y a des personnes qui déboursent plus que moi parce que l'heure de conduite est chère. C'est environ 50 €. 50 € à peu près, c'est le coût qu'on investit pour avoir un permis au Sénégal. Je ne vais pas dire qu'il faut payer cher pour avoir au Sénégal un permis parce que le niveau de vie n'est pas le même, mais il faut dire sur les conditions d'obtention d'un permis. Déjà, il faut aussi une politique d'accompagnement et d'éducation de ces transporteurs, qu'ils puissent être éduqués, qu'ils puissent former, qu'il y ait des séminaires, pourquoi pas des programmes d'échange avec des transporteurs de d'autres pays. Par exemple, qu'il y ait cette coopération entre États, qu'ils voient, qu'ils découvrent ce qui se fait ailleurs. C'est toujours bien de découvrir ce qui se fait ailleurs, ça permet de compléter. Pour moi, c'est un des aspects incontournables. Maintenant, aujourd'hui, pour aussi suivre la tendance, ce virage lié à la transformation numérique, il faut aussi renouveler ce parc automobile pour offrir une meilleure qualité de service. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont louer ou réserver un véhicule via ces plateformes, ils vont faire le choix parce que dans ces plateformes, on te montre le descriptif du véhicule, c'est de type X, Y, telle classe, ainsi de suite, avec tout le confort. Quand on décide de réserver un véhicule en ligne, c'est parce qu'aussi on fait attention au confort. Aujourd'hui, tout est noté, il y a les avis. Donc, juste pour résumer, il faut une formation, il faut un accompagnement, il faut un renouvellement du parc automobile. C'est tout ceci réuni qui feront que dans l'avenir, nos transporteurs pourront s'adapter
à ces changements qui sont en cours de s'installer dans le quotidien des Sénégalais. Je parlais de dernière question, mais le sujet est tellement passionnant qu'il faut que j'en pose une toute dernière avant la pause, Kolissala. Comment arriver à une digitalisation un peu du paiement des infractions? Autrement dit, comment payer par mobile money, par exemple? Comment digitaliser globalement tout ce que font, par exemple, les agents de la circulation? Pour moi, le système est très simple. Aujourd'hui, si je prends le cas des pays développés, c'est vrai que par moment, comparaison n'est pas raison, mais il faut aussi qu'on essaye de s'aligner à certaines normes qui nous permettront de connaître une certaine émergence. Oui. Digitaliser. Comment? Oui, poursuivez, je vous suis. Oui, digitaliser ce secteur, par exemple, de paiement des amendes, des taxes et autres, pour moi, c'est la chose la plus facile à faire. Il suffit juste de développer ces applications. De nos jours, le système de permis à points commence à rentrer en vigueur. C'est très important. Donc, c'est-à-dire que bientôt, tous les permis seront numérisés. Quand on dit numérisé, on a toutes les informations. S'il y a une infraction, c'est tout de suite une amende. La personne peut payer sur le champ via ces applications que tu viens de citer, par exemple Orange, Mobile Money ou autres. Donc, je précise, je rappelle que d'après le ministre des Transports, Mansour Faye, le permis à points pourrait être opérationnel d'ici 3 ans. Voilà. C'est d'ici 3 ans. OK. Donc, on a encore quelques années devant nous. Tout à fait. Maintenant, si on parlait un peu de... Pour moi, juste si je peux me permettre, pour moi, ce serait très important que le ministre puisse offrir d'autres services qui vont accompagner l'usage de ce permis en points. Comme tu le disais, digitaliser certains actes. Par exemple, paiement des amendes, contrôle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être digitalisées. Pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait, installer des radars qui permettent de flasher certains véhicules qui roulent à des vitesses excessives. Tout de suite, on a toutes les informations. C'est les radars qui vont flasher via la plaque d'immatriculation. À travers cette plaque, c'est la base de données de la préfecture ou du ministère des Transports qui est interrogée pour dire que telle plaque appartient à telle personne. Donc, ça permet d'envoyer tout de suite, d'adresser tout de suite une verbalisation ou une amende à la personne responsable ou propriétaire de ce véhicule avec les informations précises dans lesquelles il est mentionné son heure de passage, la vitesse à laquelle cette personne circulait, entre autres, et reçoit ce courrier depuis ses ailes. Si elle ne paye pas aussi, tout est digitalisé, ça peut être lié, rattaché aux impôts, on peut remonter, c'est des choses qu'il faut, c'est toute une chaîne, il faut vraiment assurer une liaison de bout en bout qui permet de faire appliquer une certaine discipline dans tous les domaines dans tous les domaines en quelque sorte, dans le plus grand professionnalisme et le respect de l'être humain pour moi. Je pense que ça va faciliter largement le quotidien. Dans les transports d'ailleurs, Kolissala, comme dans d'autres secteurs, est-ce que vous pensez que l'exploitation des données, et là je m'adresse aux marketeurs digital, est-ce que cette exploitation des données rentre un peu dans nos cultures? Est-ce qu'on en a l'habitude? Pour moi, je pense que par moment, j'ai des images qui ne sont pas à jour de certains secteurs. J'évite de me prononcer à fond sur certains aspects. Mais quand je faisais mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur la place de la BI, Business Intelligence, dans les grandes organisations sénégalaises. Oui. À l'époque, tout de suite, j'ai compris que l'exploitation de la donnée n'est pas encore au cœur de l'activité de ces entreprises. Mais avec le temps, j'ai vu qu'il y a eu des progrès parce qu'aujourd'hui, on parle de data protection, on parle du ciblage clientèle, entre autres. C'est des aspects qui font qu'on a besoin de la data. Donc, pour certains secteurs, oui, la donnée elle commence à être utilisée. Pour d'autres, je ne crois pas. Par exemple, dans le secteur public, je pense que ce n'est pas encore le cas comme il se doit. Merci beaucoup. Nous allons à présent marquer une pause, Kolissala, nous retrouver dans quelques minutes, disons dans 25 minutes après le journal qui arrive. Je rappelle que vous êtes fils de Thialaga, vous êtes né donc dans le département de Podor. Au Sénégal, actuellement, vous trouvez en France avec
un parcours informatique aujourd'hui et vous êtes à l'heure actuelle, bien entendu, vous travaillez en Europe, vous travaillez en Europe, on peut vous présenter comme rapidement comme spécialiste un peu de la donnée et plus précisément aujourd'hui, Coly Sall, vous êtes Digital Data Manager, ancien business analyst à la Banque de France, à la Banque de Luxembourg et au Crédit Agricole CIB. On marque donc une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières infos de ce jour et l'on se retrouve juste après. Merci, à tout de suite. E-Tech, une émission proposée et présentée par Ousmane Gueye sur e-Radio. Le Sénégalais Coly Sall, Digital Data Manager, est notre invité ce dimanche sur e-Radio. Coly Sall est parti du nord du Sénégal pour se retrouver aujourd'hui en Europe, passé par plusieurs grosses institutions financières, notamment ancien business analyst à la Banque de France, à la Banque de Luxembourg et au Crédit Agricole CIB. Il travaille aujourd'hui pour le groupe Accor qui se présente comme le leader mondial du secteur. Coly Sall, j'aimerais pour cette seconde partie que nous démarrions par la souveraineté numérique. On va accorder quelques petites minutes à ce sujet que l'on a tellement débriefé au cours de tout au long de ces e-tech sur e-radio. Mais côté souveraineté numérique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour un Sénégal qui s'est doté dernièrement d'un tout nouveau data center à côté des autres centres de données qui existent déjà? Oui, Ousmane, c'est une très bonne question. C'est une question très large, très importante, qui fait d'actualité d'ailleurs. On parle de souveraineté numérique, de souveraineté alimentaire, de souveraineté dans tous les secteurs. Je pense que la crise sanitaire nous a appris plein de choses. Pour moi, je salue les initiatives de l'État du Sénégal dans le domaine de la modernisation des services publics. C'est une très bonne chose. Je vois il y a des initiatives, je vois peut-être une certaine ambition. Je vois aussi des réalisations, notamment le cloud que vous êtes en train de dire, et d'autres aspects. On parle des parcs technologiques. C'est bien, c'est des choses à magnifier, à soutenir, à accompagner, parce que c'est pour le bien-être de tout le monde, quelles que soient nos corrélations politiques. Ça, c'est en dehors de l'aspect politique. Comme on le dit, les hommes passent et les institutions demeurent. Maintenant, pour moi, la souveraineté numérique, comme on le parle, on n'est pas encore arrivé à ce niveau au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail. Pour moi, tout est à faire. En commençant par ce cloud, il existe. Il a été fait, il a été réalisé à un certain montant. C'est très important. Mais quels sont les services? Est-ce qu'aujourd'hui, ce cloud est opérationnel? Comment il est utilisé? À quelle fin? Quelles sont les données qui y sont stockées? Est-ce que les multinationales basées au Sénégal stockent les informations qui concernent les Sénégalais dans notre cloud? C'est un vrai point d'interrogation. Aujourd'hui, dans le secteur de la grande distribution, nous avons des grands groupes qui sont installés au Sénégal. Les Sénégalais lambda vont là-bas tous les jours pour faire leurs courses. Les tickets de caisse qui sont enregistrés génèrent de l'information où sont stockées des données. Des données, oui. Ça génère des données. Où sont stockées ces données? Ces données servent à plein de choses. C'est le pétrole du XXIe siècle, comme j'ai envie de le dire. C'est également le nerf de la guerre. Est-ce que ce comportement des utilisateurs sénégalais, leurs usages en termes au quotidien, qui les analyse, ça se situe où? Vous pensez que la CDP devrait, si ce n'est déjà le cas, devrait s'intéresser un peu à l'exploitation et à l'utilisation des données sénégalais? Absolument. Pour moi, ça doit être l'une de leurs missions phares. Hein, parce qu'aujourd'hui, si tu prends toutes les grandes nations, il n'y a pas une petite nation, mais certaines nations, par exemple, si tu vas en Russie, eux, ils ont leur propre centre de données. Il n'y a aucune donnée qui sort de leur territoire. Quelle que soit la multinationale, les données sont stockées chez eux. En Chine, c'est le cas. Partout dans le monde, aujourd'hui, c'est la bataille entre l'Europe et les États-Unis en ce qui concerne les GAFA.
Maintenant, nous, on dit que l'avenir, c'est l'Afrique, mais moi, je dis le présent, c'est l'Afrique. Il faudra aussi qu'on ait cette souveraineté, qu'on ait accès à nos informations, qu'on contrôle nos informations. Parce que toute entreprise qui a plus d'informations est largement avantagée par rapport à sa stratégie commerciale. Dans un monde où l'intelligence économique est en marche, est en vogue. Exactement. Ça, c'est un des projets phares que les personnes en charge de ces dossiers doivent gérer comme il se doit. Mais également, on parle de la modernisation de la poste sénégalaise, qui aujourd'hui souffre. Mais pour moi, ce serait très bien que la Poste puisse proposer des solutions innovantes, comme les néobanques qui existent aujourd'hui, qu'ils peuvent adresser au secteur informel. Ça contribuera un peu à formaliser les démarches de ce secteur qui à lui seul détient une grosse part du PIB national. Si on en reste sur la gestion des données Colisal, aujourd'hui, je vois que ce RGPD européen vous passionne énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique pourrait imposer son RGPD, par exemple, au reste du monde? C'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut que l'Afrique... Mais si le Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, si on ne l'a pas fait sur le visa, est-ce qu'on peut prétendre le faire ailleurs sur d'autres aspects, d'autres sujets? Moi, pour le visa, exactement, pour moi, c'était très important pour le visa. Seulement, la procédure, le process, la roadmap, pour moi, n'était pas très mature. Il devait se faire autrement. Par exemple, pour le visa, tout pouvait se faire totalement en ligne. Ça devrait être une formalité en ligne, sans que les personnes se déplacent pour aller au consulat, par exemple, du Sénégal en France. Tout devrait être dématérialisé. On devait maintenir cette demande de visa. Ça nous permet aussi de contrôler qui rentre dans notre territoire, qui rentre, même si à travers l'aéroport, on peut avoir ces informations, mais c'est le plus pertinent de les avoir en amont. Pour moi, c'est le process, c'est la procédure qu'il faut revoir. À mon avis, il fallait appliquer cette procédure de demande de visa en ligne. Par exemple, pour se rendre en Inde, il suffit juste de remplir un formulaire en ligne, charger les documents demandés. Au bout de 48 heures, on a l'acceptation directement via l'espace numérique sans se déplacer. Ça se fait en 30 minutes. Aujourd'hui, tout le monde, tous les voyageurs, la quasi-totalité des voyageurs ont tendance à être digital. Oui, le marché de l'IT, j'aimerais bien qu'on en parle parce que on en parle rarement dans ces émissions. Si je peux, par rapport à la souveraineté numérique du Sénégal, j'ai par exemple une suggestion ou une remarque. Aujourd'hui, en 2020, quand il y a eu la crise sanitaire, les fonds de force Covid, on a eu des lenteurs dans le cadre de la distribution des denrées alimentaires et autres aux personnes nécessiteuses. Pour moi, on pouvait éviter cela si on avait numérisé les foyers au Sénégal. On a ces informations via l'Agence nationale de la statistique et démographique. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir ce qu'on appelle espace numérique familial? Chaque famille dispose d'un compte bancaire, par exemple, dans une banque ou à la poste, et un espace numérique dans lequel cette famille est censée mettre à jour les informations le concernant. On a les informations de cette famille en ligne, tout est digitalisé. Quand il y a eu cette récolte massive des fonds pour venir en aide aux populations, il suffisait juste de cliquer sur les boutons, faire des virements en 48 heures, chaque famille a la somme qui lui revient, suivant le quotient, ce qu'on appelle le fameux quotient familial. Par exemple, on catégorise les familles suivant leur revenu. Une fois que cela est fait, à chaque fois qu'il y a une aide de l'État envers ces familles nécessiteuses, il suffit juste de faire un virement, c'est automatique, tout est systématisé. Chaque famille reçoit via son épargne familiale, son compte familial, une certaine somme d'argent qui leur permet d'acheter des denrées alimentaires dans le cadre d'un programme solidaire. On n'allait pas aller à louer des cars, des véhicules. C'est bon, ça permet aussi d'aider le secteur de la logistique. Mais c'était une urgence. En cas d'urgence, il faut avoir des plans, des programmes d'urgence qui permettent de traiter le plus rapidement possible certains sujets.
C'est un des aspects qui montre qu'on n'est pas encore à un certain niveau de numérique chez nous. Mais je vois qu'il y a des progrès, je salue ces startups qui sont ici au Sénégal, qui sont au Sénégal, qui proposent des solutions innovantes. Je salue la démarche de l'État. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail, il y a des efforts de part et d'autre qui nous incombent tous en premier plan, l'État du Sénégal. Nous avons bien noté ce plaidoyer, Coly Sall. Le marché de l'IT, maintenant, avec cette carence de profil, je n'ose pas reconduire le terme dans un contexte très digitalisé et très digitalisant, mais on parle aussi de la fuite des cerveaux, de l'outsourcing. Vous en dites quoi très rapidement sur ce marché de l'IT? Aujourd'hui, il y a certains profils, en tout cas dans l'IT, sont très rares. Très, très rares. Ici, les entreprises se bataillent pour recruter certains profils. Si vous voyez qu'il y a un recrutement massif des pays développés ou des pays émergents qui recrutent, qui piochent dans nos marchés comme le Canada, la France, la Belgique, qui ont des correspondants en Afrique, dans certains pays, qui essayent de recruter certains profils, c'est parce qu'il y a un manque. Donc, non. Quels sont les profils les plus recherchés? Les plus recherchés, c'est les développeurs de certains langages, de certaines technologies. C'est les data engineers. Les développeurs, on en a beaucoup, non? On en a. Bon, tu sais, développeurs, c'est large. Oui. C'est à plusieurs domaines. Les développeurs de certains langages de programmation très pointus comme Java, comme C, comme Scala, comme Python, on en a, mais pas suffisamment. Même aux États-Unis, il y en a, mais pas suffisamment. Il y a toujours un manque. Mais vu qu'il y a un manque chez les pays développés, ils essayent de piocher chez nous en proposant certaines offres et qui favorisent un peu cette immigration des cerveaux. Ça aussi, c'est un point, ça mérite de porter une attention particulière. Maintenant, ce qu'ils font, le neo-sourcing ou l'outsourcing, c'est que ces grands groupes de services numériques essayent d'avoir des filiales dans des pays en voie de développement ou en Inde ou ailleurs pour pouvoir traiter certains marchés dans ces dix pays afin de payer moins cher la main-d'œuvre. Par exemple, recruter un ingénieur en France équivaut à recruter 4 ingénieurs, par exemple, au Sénégal. Donc, ça leur coûte moins cher et ils recrutent plus de monde. C'est le cas d'un grand groupe qui est au Sénégal, je me permets de taire le nom, qui fait de l'outsourcing, qui est à Dakar depuis 2014, qui a recruté. C'est très bien, c'est une bonne initiative. Ça crée de l'emploi, ça favorise un peu ce dynamique. Mais aussi, c'est gagnant pour ce groupe parce que s'ils avaient recruté un ingénieur en France, son 13e journalier moyen qui est à 500 € pour payer 3 ingénieurs au Sénégal par mois. C'est un peu aussi ça la réalité. C'est de l'exploitation, de la surexploitation. On dirait que vous vous en plaignez. Bon, je ne dirais pas c'est de l'exploitation. Oui, il y a quand même... Je ne sais pas si c'est de l'exploitation, mais je vois que ça fait l'affaire de ces grands groupes, mais également ça fait un peu l'affaire des personnes recrutées. Donc l'affaire de tout le monde. L'affaire de tout le monde. Maintenant, c'est ce qu'il faut savoir, que ce qui fait l'affaire de tout le monde aussi défavorise certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, si on recrute quelqu'un, il va gagner en expérience, il sera dans des projets intéressants, mais est-ce qu'il est payé ce qu'il devrait être payé? Est-ce que ça rapporte à l'État? Est-ce que ça rapporte à l'économie sénégalaise? C'est des questions qu'il faudra se poser en quelque sorte. Oui, mais malheureusement, même au sein de nos pays, par exemple, pour un poste donné, malheureusement, c'est ce qui s'offre comme impression. Si on ne prend pas ce poste, c'est que quelqu'un d'autre le prendra. Et pourtant, ce n'est pas très valorisé et ce n'est pas très valorisant non plus. Est-ce que finalement, le constat, ce n'est pas de dire que ce qui se passe au sein parfois de nos pays, c'est ce qu'on reproduit ailleurs? Oui, pour moi, c'est le fait que l'économie n'est pas aussi dynamique que ça. Oui. Par exemple, le marché était très dynamique, l'économie était dynamique, les gens allaient se poser moins de questions, en tout cas pour certains secteurs. Il n'y aurait pas de pression, par exemple?
notamment l'IT. Quand on a un certain nombre de profils dans des pays développés, on ne va pas raisonner comme ça. Certains profils reçoivent au quotidien 3, 4 offres, 4 propositions d'entretien. Donc, tout de suite, à l'issue de ces entretiens, la personne peut se retrouver avec 2 propositions d'embauche. Donc, la personne a le choix. Malheureusement, chez nous, c'est un peu l'inverse. C'est ce qui est aussi compréhensif. Oui, et globalement, on en parlait d'ailleurs sur e-radio la semaine dernière avec le Sénégalais Mika Diol, passé notamment par Microsoft. Comment évoluent nos compatriotes au sein des multinationales, dont vous, finalement? Vu de ma fenêtre, je pense qu'ils évoluent très, très bien. Des Sénégalais ou des Africains au sens large. Aujourd'hui, en Europe, les Africains ont tendance à s'orienter, en tout cas, il y a un bon nombre d'Africains, de Sénégalais qui s'orientent vers les métiers de l'IT. Et puis, c'est des métiers porteurs, il y a une demande, il y a un besoin. Donc, ils ont tout de suite casé un emploi qui leur permet d'évoluer professionnellement, d'avoir un certain background technique, fonctionnel, qui leur permet de se faire valoir et pouvoir peut-être un jour servir leur pays. Oui, et par rapport à ces nouveaux métiers du digital, comme on les appelle, on en parle énormément. Mais il faudrait rappeler tout de même que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. En revanche, on sait que l'essentiel de ces emplois, on l'a dit, vont toujours concerner les TIC. Est-ce qu'en Afrique, chez nous, vous avez l'impression qu'on se prépare un peu à cette situation, qu'on anticipe un peu? Oui, pour moi, en fait, les gens ont tendance à dire que l'Afrique, c'est le futur. Mais pour moi, c'est un présent. Aujourd'hui, les choses se modernisent. Il faut saluer les initiatives, les encourager. D'ici 2030, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des projections, il y a des prévisions, entre autres. Ce qu'il faudra pour moi, c'est de se préparer à cela dès à présent, d'orienter les formations vers ces secteurs porteurs, de tisser des liens forts, de partenariats solides entre le privé et les instituts des établissements de formation qui s'adaptent entre l'offre de formation et le besoin de ces entreprises, préparer ces ressources, favoriser aussi la création des entreprises locales, africaines, qui vont s'opérer dans le marché africain et à l'échelle internationale en vue de retenir ces compétences, ces jeunes qui sont des diamants bruts pour moi, qui ont une certaine compétence technique très avérée, très, très poussée. Il suffit juste qu'ils soient accompagnés par des gens qui ont de l'expérience professionnelle, qui les aident à valoriser leur savoir-faire, le mettre en exergue, mais aussi de pouvoir servir tout le monde. Pour moi, c'est des choses qu'il faut préparer via des incubateurs de start-up qui recrutent ces jeunes, qui les forment, qui les accompagnent. Mais également, pour moi, il faut une assise de nos formations. Voir aujourd'hui, il y a une prolifération des écoles de formation. Ces compétences et profils sortent de ces écoles. Voir est-ce que l'offre, le contenu de formation correspond aux futures attentes du marché. Pour moi, c'est un vrai point d'interrogation aussi. C'est des sujets qu'il faudra traiter, des choses qu'il faudra analyser, anticiper, afin d'être présent au virage de 2030 dont tu parles, cher Ousmane. Si vous parlez de prolifération de ces écoles de formation, on a compris que vous n'en êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Bon, pour moi, honnêtement, pour être tout à fait honnête, c'est l'expérience qui parle. Il y a des écoles qui font de très bon travail, qui ont un vrai programme, qui délivrent des formations de qualité, qu'il faut reconnaître, qu'il faut encourager, qu'il faut aussi les pousser à innover, à voir ce qui se fait ailleurs. Par contre, il y a d'autres, moi je pense que c'est juste, il n'y a pas en tout cas les responsables de ces établissements de formation, entre guillemets, sont là que pour une vocation purement commerciale. C'est des choses qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de dire les mots tels quels. Parce qu'aujourd'hui, si on veut former les jeunes, on est à la quête d'un programme pour dire qu'on vend des rêves en quelque sorte.
Le contenu, par moment, tu vois le programme, on te dit on veut former des jeunes à utiliser des langages de programmation pointus comme le Java ou autre. En 15 heures ou 20 heures de temps, c'est juste, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il y a un problème. Soit ces gens, ils sont là que pour se faire une certaine marge financière, se remplir des poches, ou ils sont animés quand même de bonne foi, mais ils ne savent pas. Ils sont mal entourés. Donc, il faut vraiment vérifier où se situe le problème. Si c'est des gens qui sont agir. Là... Absolument, absolument, absolument. Moi, j'ai vu ça, c'est des expériences. C'est l'expérience, j'ai vécu l'expérience. J'ai vu des jeunes qui sont dans ces écoles. Quand ils les introduisent, j'ai un cousin qui est maintenant au Maroc. Il étudiait dans une école à Dakar. Il faisait de la logistique. Mais quand il est parti au Maroc, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il ne faisait rien. Rien, absolument rien. Ah bon? Ah oui. Tu vois un jeune qui débarque, moi je suis passé par là. Tu lui dis... Vous en êtes une victime? Bon, moi, entre guillemets, j'en ai pas été une victime. J'avoue que j'étais quand même... j'ai fait suivi de bonnes formations. Mais à côté de cela aussi, j'avais cet esprit d'anticipation. J'essayais de comprendre ce qui se fait ailleurs. J'avais essayé d'avoir mon réseau qui me permettait d'anticiper un certain nombre de choses. Mais ce n'était pas toujours suffisant. J'ai pu compléter certains éléments quand je suis venu en Europe. Par exemple, ça, c'est des choses, faut aussi se rendre compte, reconnaître la réalité. Il y a quand même un gap entre la France et le Sénégal sur plusieurs aspects. Oui. Il nous reste 4 minutes, Kolissal. J'aimerais qu'on les consacre un peu à la définition de quelques mots, mais importants pour la compréhension des auditeurs. Big Data, on comprenait jusqu'ici les données massives. Big Data, Business Intelligence, ça fait déjà long. Ça veut dire quoi exactement? Alors, traditionnellement, il n'y avait que la BI, Business Intelligence. Oui. Business Intelligence, Big Data, ça peut se rapprocher. Big Data, comme on le dit, c'est des données massives, des gros volumes de données qu'on utilise à travers des technologies qui ont été créées, qui ont été récentes, comme Hadoop, Spark, entre autres. Business Intelligence, c'est la BI classique. L'entreprise dispose de ces données, essaye d'analyser ces informations pour en extraire de la connaissance. Ça permet de faire des tableaux de bord. Oui, et quelle est la différence de ce point de vue entre Business Intelligence et, par exemple, analyse de données? Analyste financier ou analyse de données? Analyse de données. Analyse de données, oui. Bon, analyse de données, ça permet d'analyser les données, de comprendre ces données, de quelle nature de données s'agit-il. Si c'est des données clients, si c'est des données financières, c'est des données de l'assurance, la nature des données, les identifier, les comprendre, aussi s'il le faut corriger la donnée, la qualité de la donnée. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte la data governance. Il faut aussi cette gouvernance des données. D'où elles viennent, quelle est leur source, quelle est cette nature de données, quelle est leur vocation, quel est leur volume, quelle est leur fréquence d'alimentation, quelle est la qualité de cette donnée. Et c'est un métier assez développé chez nous au Sénégal? Ça commence, mais ouais, je vois des profils d'analyse de données, mais après... Mais est-ce qu'il y a des demandeurs? Est-ce que l'offre est là, ou la demande, pardon, est-ce que la demande, elle est là? Pour le moment, pas pour autant, mais je pense que dans les années à venir, il y aura une forte demande. Parce que quand on parle aujourd'hui du scoring, c'est Orange. Et sur quoi vous fondez cet optimisme? Oui, au vu des échanges que j'ai eus avec des messieurs qui évoluent dans des domaines, au vu de ce qu'ils font au quotidien, dans un business, entre autres, aussi au vu de leurs solutions innovantes, pas que ce groupe, il y en a d'autres. Je comprends qu'ils ont besoin de ces données. Donc, quand ils utilisent les données, ils auront fortement besoin des data analystes. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, en fait. Oui, intelligence artificielle, on comprend globalement. Le premier invité, d'ailleurs, de cette émission E-Tech sur Radio est le Sénégalais Moustapha Cissé, premier directeur du centre de recherche en intelligence artificielle que Google a implanté au Ghana. Machine learning, en une minute, machine learning. Alors, machine learning, c'est d'appliquer des algorithmes
en utilisant la statistique, c'est de travailler les données en utilisant de la statistique via des algorithmes informatiques. Ça te permet de faire du scoring. Par exemple, c'est ce que font les opérateurs de télécom. Ça permet scoring, de faire ça veut dire? Scoring, c'est de segmenter des clients, de leur donner un score. Par exemple, on prend un opérateur télécom qui va faire du scoring, voir si c'est un client risqué, c'est un client correct, c'est un client important, c'est un client à risque. C'est des attributions qu'on donne aux clients. Mais également, on peut scorer le client, ils peuvent dire que c'est un churner, c'est un potentiel churner, c'est-à-dire ce client est susceptible de quitter tel opérateur pour aller vers un autre opérateur. Ça permet aussi de faire de la détection des fraudes bancaires dans le secteur d'assurance. Machine learning, ça permet aussi de prendre une certaine prise de décision rapide. Par exemple, les décideurs d'une entreprise, les boss de l'entreprise peuvent se baser sur les résultats d'un machine learning, de la BI ou du big data pour prendre un certain nombre de décisions. Ça permet de faciliter cette prise de décision. Ça permet aussi de piloter de la performance commerciale ou performance marketing. En plus forte raison aussi de la connaissance client. Donc, que ce soit du machine learning, de la business intelligence, du big data, de l'intelligence artificielle, toutes ces thématiques ont pour vocation de servir les salariés, les travailleurs d'une entreprise dans leur quotidien, mais également en dehors du monde de l'entreprise, dans notre vie de tous les jours. Oui, merci beaucoup Koli Sala. Merci Ousmane. Merci très chers amis auditeurs d'avoir été encore une fois et dominicalement, était donc encore une fois au rendez-vous. Excellent dimanche, excellente semaine. Merci.